Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera intelligence artificielle et jeux vidéo. Peut-on réguler sans brider? On évoquera cette question avec mon invité Sacha Bétache, avocate au barreau de Paris. On parlera ensuite de l'audition d'un dirigeant d'une société soupçonnée d'une infraction pénale avec Jean Deconinck, avocat associé chez Mazon Arnaud Deconinck. Et enfin, on évoquera l'inégalité de traitement. Doit-on s'attendre à une explosion des contentieux avec la directive relative à la transparence salariale? On évoquera ce sujet avec Sophie Dechaumet, avocate associée chez Winston Strawn. Voilà pour les titres Lex Inside, c'est parti! On ouvre ce Lex Inside avec l'intelligence artificielle et son impact sur le secteur des jeux vidéo. Et notamment, on va voir la question de la protection des mineurs qui est particulièrement prégnante en ce moment. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Bétache, avocate au barreau de Paris. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, on va aborder une question d'actualité abordée par le président de la République qui a évoqué la possibilité de restreindre certains jeux vidéo aux mineurs. Pourquoi, selon vous, ce débat ressurgit-il en ce moment sur cette question ? C'est un débat qui revient assez souvent, c'est juste qu'aujourd'hui le contexte a un petit peu changé. Pour replacer les choses justement dans leur contexte, donc le président de la République, Emmanuel Macron, en février 2026, a annoncé qu'il mettait en place un travail scientifique autour des jeux vidéo et des chatbots liés à l'IA pour vérifier l'addiction et la potentielle addiction et la santé mentale chez notamment les publics les plus vulnérables, à savoir les mineurs. Le secteur du jeu vidéo a tout de suite très vivement réagi en craignant un amalgame entre l'œuvre artistique et le jeu vidéo et les dérives potentiellement comportementales qui pourraient être liées et qui doivent être dissociées de l'œuvre pour eux. Donc ce débat ressurgit, mais il existe depuis les années à peu près 90 où on soupçonne, où on a peur de la violence dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. En revanche, ce qui a changé, c'est pas tellement le contenu du jeu en lui-même, c'est plutôt les procédés qu'on utilise à l'intérieur du jeu, les mécanismes de création du jeu. Aujourd'hui, les fabricants de jeux vidéo intègrent beaucoup, pas que, mais notamment de l'IA dans leurs jeux vidéo. Et donc, ces architectures numériques sont capables aujourd'hui d'optimiser l'engagement, d'optimiser l'attention des joueurs, mais il faut faire attention aux dérives qu'elles peuvent générer. Alors justement, vous évoquez l'utilisation de l'IA désormais dans les jeux vidéo. Concrètement, en quoi l'intelligence artificielle change-t-elle la donne dans le secteur du jeu vidéo ? Alors l'IA aujourd'hui est utilisée dans les jeux vidéo dans beaucoup d'aspects, pas seulement pour animer les personnages, ça aide aussi, mais aussi pour une personnalisation qui va être plus dynamique de la difficulté du jeu, l'adaptation des récompenses dans le jeu, des systèmes de recommandation à l'intérieur du jeu pour les joueurs, la mise en relation, ce qu'on appelle le matchmaking des joueurs entre eux, et la publicité ciblée, ou en tout cas les recommandations commerciales à l'intérieur du jeu, etc., etc. Il y en a de nombreuses d'autres. Alors techniquement, le but est toujours d'améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le jeu, qui est permise grâce à l'IA. L'IA va identifier des comportements, elle va anticiper les réactions et elle va ajuster en temps réel l'environnement de joueurs. Et tout ça pour maximiser l'engagement. C'est tout le sujet. Et donc, lorsqu'on met au service cette optimisation vis-à-vis de publics vulnérables, c'est là où la réglementation, en tout cas la régulation, peut être nécessaire. Le risque, c'est après d'avoir une addiction à ce type de comportement, justement. Un mot quand même sur le cadre juridique. Que dit le droit actuellement ? Alors, le droit n'encadre pas spécifiquement l'IA pour les jeux vidéo, ni le jeu vidéo tout seul. On a un morcellement de textes qui peuvent s'appliquer aux jeux vidéo. Donc,
et qui traitent de l'IA. Donc, par exemple, l'IA Act, qui a été voté au niveau européen il y a quelque temps, ça interdit complètement les systèmes d'IA qui viennent exploiter les vulnérabilités ou faiblesses des joueurs lorsqu'elles sont susceptibles d'altérer significativement le comportement d'une personne. Donc, si on met un système d'IA dans un jeu vidéo qui pourrait altérer le comportement d'une personne vulnérable, par exemple les mineurs, là, le système d'IA à l'intérieur du jeu vidéo peut être interdit. On a aussi le DSA, Digital Service Act, qui vient réguler les plateformes en ligne et aussi les très grosses plateformes. Sur les plateformes, elle leur impose des obligations, par exemple une évaluation des risques, des mesures spécifiques de protection des mineurs en tant que tels et une transparence sur les systèmes de recommandation. Donc justement, c'est important dans les jeux vidéo. Donc à la fois, donc pour les grosses plateformes, on a des risques encore plus atténués, notamment des risques mis en place pour les mineurs sur les très grosses plateformes. Aujourd'hui, aucun jeu vidéo n'est identifié comme très grosse plateforme. Il y a une liste sur le site de la Commission. En revanche, par exemple, Apple Store, donc les endroits où l'on peut acheter ces jeux vidéo, en tant que très grandes plateformes, sont considérées par ces mesures. Donc, elles doivent mettre en place de nombreuses mesures. Et on peut aussi compter en 3e et 4e loi sur le droit de la consommation en France, qui vient réguler les pratiques commerciales trompeuses qui peuvent encadrer les jeux vidéo. Et enfin, sur la loi SREN, qui est assez récente, de 2024, et qui a mis en place tout récemment un cadre juridique sur les JONUM, qui sont les jeux à objets numériques monétisables, dont le décret vient de sortir d'application, qui met en place notamment 4 grands principes, qui sont le plafonnement des récompenses dans ces jeux, l'obligation d'auto-limitation des dépenses, l'obligation de mettre des messages de prévention contre l'addiction, justement, et la régulation par l'ANJ. Donc tout ça fait qu'on a un cadre qui est quand même précis et qui existe. Donc on a un cadre juridique assez important, notamment pour protéger les mineurs. Il y a un phénomène dont on parle beaucoup, ce sont les loot boxes. De quoi s'agit-il ? Alors, un loot box, c'est une boîte surprise qui est dans un jeu qu'un joueur peut acheter avec de la monnaie réelle, donc des euros, ou de la monnaie virtuelle dans le jeu, mais qu'il a obtenue par de l'argent. Et on lui propose d'ouvrir une boîte. Et dans cette boîte, il y a une surprise. Donc ça peut être soit une tenue pour un personnage, ça peut être une arme, ça peut être un bonus dans le jeu, ça peut être un objet très très rare recherché dans le jeu. Et c'est là où la question juridique est soulevée, parce qu'on a 3 éléments importants du jeu. Le joueur paye, donc un sacrifice financier. On a un résultat aléatoire, le hasard dans ce qu'on obtient. Et enfin, on a une valeur du gain sur ce qu'on obtient qui varie fortement. Et donc, c'est en cela que c'est très difficilement appréhendé par le droit, parce que ça ne tombe pas sous le coup des jeux d'argent. C'est un jeu de hasard, on est d'accord, mais ce n'est pas un jeu d'argent au sens du Code de la sécurité intérieure. Et aujourd'hui, ce n'est pas appréhendé ni par la jurisprudence, ni par le droit actuel, à proprement parler. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Par exemple, la Belgique et d'autres pays européens ont décidé de le considérer comme un jeu d'argent et de hasard. Il y a des discussions actuellement depuis quelques mois au niveau de l'Europe pour sensibiliser et viser à travailler pour, non pas interdire, mais en tout cas réguler les lootbox dans les jeux. Et plusieurs déjà fabricants de jeux les ont déjà sortis dans certains pays, ou en tout cas les ont minimisés pour les mineurs, car le problème de fond, c'est toujours les mineurs. Ce sont des publics vulnérables. Autre sujet important, ce sont les dark patterns. Pareil, de quoi s'agit-il ? Alors, les dark patterns, ils ne sont pas appliqués que dans les jeux vidéo, mais ce sont des biais par des plateformes qui influencent subtilement nos décisions. Donc, je vous donne un exemple, un bouton accepter qui est énorme, que ce soit dans un site ou sur une plateforme en ligne. À contrario d'un bouton refusé qui serait minuscule, une monnaie virtuelle qui serait complètement décorrélée, qui du coup ferait oublier qu'on est en train de dépenser de l'argent, puisque la monnaie virtuelle, a priori, on l'a payée, on l'a achetée, donc qui serait décorrélée, se désabonner lorsque c'est possible en 10 clics, alors que s'abonner, c'est possible en un seul clic. Donc tout ça, ce sont des interfaces. Le but, c'est encourager un comportement. Exactement. Et donc dans le jeu vidéo, comment peut-on encourager un comportement avec des dark patterns ? C'est envoyer des notifications pour encourager à revenir jouer, faire des offres temporaires
temporaires qui en fait n'ont rien de temporaire, sont là tout le temps, reviennent systématiquement, avoir des systèmes de progression qui sont volontairement très ralentis pour inciter à revenir. Donc tout ça, ce sont des interfaces qui sont mises en place dans des jeux parfois, qui peuvent inciter le joueur à revenir et donc créer de l'addiction. Et sur les publics vulnérables, c'est d'autant plus important. Et avec les systèmes d'IA, c'est accéléré, puisque le système d'IA a la capacité de cibler des publics vulnérables et de vous dire quand revenir et quand vous êtes plus enclin, à quel moment dans votre journée ou dans votre vie, à dépenser. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Betta. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. On quitte l'univers du jeu vidéo pour revenir au cœur de la vie des entreprises avec le sujet en matière pénale, l'audition du dirigeant d'une société qui est soupçonnée d'une infraction pénale. On enchaîne avec un sujet qui peut faire basculer la vie d'une entreprise, l'audition pénale d'un dirigeant. Pour comprendre les enjeux et les bons réflexes, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean Deconinck, avocat associé chez Mazon Arnaud Deconinck. Jean Deconinck, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, posons le décor. Quel type de situations peuvent amener la justice à entendre un dirigeant ? Alors, ce qu'on observe, c'est que la vie des affaires se pénalise. Aujourd'hui, vous avez l'émergence d'un droit pénal fiscal, d'un droit pénal des marchés publics, d'un droit pénal de l'environnement, et j'en passe. Donc, ce qu'on constate, c'est que le droit pénal irrigue de plus en plus la vie des affaires. Un dirigeant peut être confronté à ces situations pour des faits commis avant l'acquisition de l'entreprise ou au cours de la vie de l'entreprise qu'il dirige. Donc, il y a aujourd'hui, par exemple... On peut citer un débat sur la fraude fiscale avec le verrou de Bercy qui est en train peut-être de disparaître. Il y a les accidents du travail qui sont un vrai sujet. Malheureusement, la France a ce record tristement célèbre du nombre d'accidents de travail le plus élevé d'Europe, avec en moyenne 2 accidents mortels par jour. Donc, c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde. Vous diriez qu'il y a une moralisation de la vie des affaires voulue par les pouvoirs publics ? Alors, est-ce que c'est de la moralisation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les pouvoirs publics font de la morale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont dans le sens de cette pénalisation. Pourquoi ? Pour des raisons aussi financières, en raison des sanctions qui peuvent être attribuées à la personne morale par rapport à celles qui peuvent être appliquées à une personne physique. Alors, on va s'intéresser, maintenant que le cadre est posé, aux risques. Pourquoi la responsabilité pénale des entreprises est aujourd'hui davantage recherchée, selon vous ? Alors, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le législateur s'est rendu compte que c'était plus efficace d'aller chercher la responsabilité pénale de l'entreprise parce qu'il peut appliquer à cette entreprise des sanctions qui sont particulièrement importantes. On a des sanctions, d'une part, qui sont financières. Vous avez beaucoup plus intérêt à aller chercher l'entreprise qu'à aller chercher le dirigeant. Et ça s'est traduit, pour des termes très précis, avec des amendes qui, aujourd'hui, sont parfois calculées sur des pourcentages de chiffre d'affaires. Donc, en termes d'impact sur la vie de l'entreprise, c'est énorme. Bien sûr. Vous avez des sanctions qui peuvent aussi porter sur des interdictions. Interdiction de gérer, bien évidemment, mais aussi interdiction d'agir. Les entreprises, par exemple, qui vont beaucoup être sur des marchés publics et répondre à des appels d'offres, vont pouvoir se voir interdire de soumissionner pendant une durée parfois très longue à des appels d'offres à nouveau en raison de comportements incriminés. Et vous avez même aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la dissolution prononcée par le juge de la personne morale, notamment pour tout ce pan du droit qui s'ouvre beaucoup, qui est le pénal de l'environnement, avec des atteintes graves à l'environnement. Le juge, dans ce cas-là, peut carrément prononcer la mort sociale de l'entreprise. Donc on voit que les conséquences peuvent être très importantes. Si on vient maintenant au fonctionnement d'une audition, concrètement, ça se passe comment en pratique ? Alors concrètement, l'audition, d'abord, il faut comprendre que c'est un acte d'enquête qui est décidé par un procureur et qui, en cela, se fait aider par des enquêteurs. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que l'enquête a déjà eu lieu. Et on arrive en bout de course, si j'ose dire, et le dirigeant va recevoir sa convocation alors que l'enquête est déjà bien ficelée. Enfin, ficelée en tout cas. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'audition libre, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, a été créée un petit peu pour le dirigeant d'entreprise. Je m'explique. Initialement, on avait la garde à vue, qui était l'unique mesure pour entendre quelqu'un qui était soupçonné, mais qui n'était pas forcément très adaptée, puisque dans le mouvement de recherche de la responsabilité de la personne morale, c'était pas très agréable et pas très juridiquement exact de priver de liberté une personne, savoir le dirigeant, personne physique, pour des faits commis par une personne morale. Alors, on avait du mal
à accepter ça. Et c'est vrai qu'en termes de respect des droits, c'était pas génial. Donc on a inventé l'audition libre, qui derrière a fait penser à certains que l'audition libre c'était quelque chose de très light et ça ressemblait à de l'audition de témoin. Le dirigeant C'est pouvait quoi la différence pour bien comprendre entre une garde à vue et une audition libre? Alors l'audition libre, la différence c'est qu'il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire que le dirigeant va pouvoir s'y rendre et si ça ne lui plaît plus, d'une minute à l'autre il peut partir. C'est pas encadré comme la garde à vue. Exactement, l'OPJ ne peut pas contraindre la personne peut se lever et dire j'en ai marre, je rentre chez moi, j'ai plus envie de répondre à vos questions. Mais l'idée, c'est pas celle-là, bien évidemment. L'idée, c'est que la personne, et c'est ça qu'il faut souligner, d'ailleurs, c'est pour ça que la jurisprudence garantit les mêmes droits à la personne entendue librement qu'à la personne gardée à vue, c'est que la personne qui est entendue, elle est toujours soupçonnée. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça a été un peu perdu de vue peut-être à un certain moment, et notamment, voilà, c'est cassant. C'est-à-dire qu'on a toujours envie que ça se passe bien. Donc on se dit, bon, bah, si c'est une audition libre, je vais pouvoir m'en sortir, je n'ai pas besoin d'exercer mes droits. Là, ce que la Cour de cassation récemment nous a rappelé, c'est que si on a des droits, ils sont rappelés. S'ils ne sont pas exercés et s'ils ne sont pas rappelés, c'est une cause de nullité. Et surtout, moi, ce que je dis en tant qu'avocat, c'est qu'il faut les exercer. Alors, c'est quoi ces droits? Alors, le premier, c'est le droit à l'avocat, bien évidemment. Moi, je suis avocat, donc je prêche pour les avocats et ma paroisse. Mais il est très important. Moi, j'ai des exemples dans mes dossiers où, par exemple, j'ai récupéré un dossier d'un dirigeant qui avait été convoqué en audition libre et donc qui, à l'époque, ne s'était absolument pas dit qu'il avait besoin d'un avocat. Donc ça, c'est typiquement l'exemple du mauvais calcul bénéfice-risque. Il s'est dit, ça va me coûter peut-être un peu cher, donc je vais y aller tout seul. Et bien, figurez-vous qu'il y allait sans avocat, et il a cru être dans une relation de confiance avec l'enquêteur, et il a fini par avouer des faits à la fin de l'audition, ce qui l'a mis dans un embarras particulier, puisqu'il s'est vu poursuivre. On imagine bien. Et le problème, c'est qu'il a avoué des faits qu'il n'avait pas commis, et que son entreprise n'avait pas commis non plus. Donc on s'est retrouvé avec des aveux, et on a dû après faire un travail de défense qui du coup a coûté finalement beaucoup plus cher d'ailleurs aux clients, pour pouvoir aller dans l'autre sens et in fine obtenir une décision de relax. Mais c'est pour vous dire que... Donc le premier réflexe, faire appel à un avocat? Un avocat, bien sûr, non seulement pour être présent lors de l'audition, mais aussi pour la préparer en amont. Parce que c'est l'autre aspect des choses, c'est que l'audition, qu'elle soit une garde à vue ou une audition libre, ou d'ailleurs même une audition de témoin, est une audition lors de laquelle et en amont de laquelle vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous êtes dans une dissymétrie d'informations totale. L'enquêteur a tout, vous n'avez rien. Donc, si vous n'avez pas avant réfléchi à ce qu'on peut vous reprocher et discuter avec un avocat, si possible pénaliste, pour anticiper le risque de cette audition, c'est beaucoup plus difficile de donner des réponses qui ne vous mettront pas dans l'embarras plus tard. Ça veut dire qu'il faut préparer une telle audition? C'est un peu évident à mon sens. On peut y aller non préparé, mais moi, les exemples d'auditions non préparées qui après entraînent des convocations devant le tribunal qui auraient pu être évitées, j'en ai plein. Et comment on se prépare concrètement? Alors concrètement, il faut faire appel à un avocat qui, lui, n'a pas forcément la vision du dirigeant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'entreprise, il est un peu vierge de l'activité, mais du coup, il va poser les questions que peut-être l'entrepreneur ou le dirigeant ne s'est jamais posées. Et c'est ça, c'est l'autre aspect des choses, c'est le volet prévention. C'est-à-dire qu'on fait le travail, quand on prépare une audition, qui est un peu le même travail qu'on fait quand on prévient le risque pénal. Quand on a un dirigeant qui est très très prudent, qui a compris que son calcul bénéfice-risque, c'était de parler du risque pénal avant même qu'il arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on essaie d'identifier au sein de l'entreprise les endroits où le risque pénal est susceptible de survenir. Donc il y a des endroits très classiques dans toutes les entreprises qui sont communs, donc la fraude fiscale, l'ABS, le harcèlement, etc., etc. Mais il y a des endroits qui sont plus spécifiques à un type d'activité. Une entreprise qui va aller sur les marchés publics va faire face au risque de favoritisme de manière très prégnante. Une entreprise qui va beaucoup travailler avec des sourcings à l'étranger va faire face à un risque de corruption très important. En fonction des secteurs, on va pouvoir identifier des risques. Bien sûr. Et ça, c'était toute l'idée de la loi Sapin 2 et de la cartographie du risque pénal qui s'appliquait aux grandes entreprises. Moi, ce que je dis, c'est que je rencontre dans ma carrière professionnelle énormément d'entreprises moyennes et de taille intermédiaire, PME, ETI, qui auraient aussi besoin et à qui ça profiterait énormément de parler risque pénal. Quand bien même je sais que ce n'est pas la boussole quotidienne d'un dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, il ne va pas agir tous les jours en pensant à ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il le traite une fois. Une fois que c'est traité, il délègue comme il faut et après, il n'a plus à s'en soucier.
On va conclure là-dessus. Merci Jean Deconinck. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Mazon Arnaud Deconinck. Merci. Après le risque pénal, on va s'intéresser au risque social avec la directive sur la transparence salariale et la possible explosion des risques de contentieux en la matière. On termine ce Lex Inside avec un sujet qui risque de changer profondément les pratiques RH, la transparence salariale. En effet, avec la nouvelle directive, les obligations se renforcent et les risques de contentieux pourraient exploser. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Dechaumet, avocate associée chez Winston & Strawn. Sophie Dechaumet, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de la directive sur la transparence salariale et de ses conséquences sur les RH. Mais tout d'abord, un mot sur cette directive. Pouvez-vous nous présenter son contenu ? Avec plaisir. La directive européenne du 10 mai 2023, elle a un objectif très simple, c'est réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Parce que malgré un cadre juridique existant et solide, ce n'est pas un principe nouveau, notamment en France, à la sortie de la crise sanitaire, l'Union européenne a fait le constat qu'il existait un écart moyen de rémunération de 13% en Europe, et parfois beaucoup plus dans certains pays. La France notamment, on est relativement mauvais élève, puisqu'on atteignait 22%. Et donc, ça montre vraiment qu'il y a, même si le principe existe, il y a des réelles difficultés d'application. Et en réalité, l'idée de ce texte, c'est vraiment de transformer un principe qui est encore abstrait en un mécanisme véritablement opposable et sanctionnable. Pour le rendre concret dans les entreprises. Absolument, absolument. Et donc, l'entreprise a plusieurs obligations et à tous les niveaux de l'exécution du contrat de travail. Donc, concrètement, en premier lieu, très en amont, au niveau du recrutement, dans l'offre d'emploi, D'accord. Dorénavant, l'entreprise doit communiquer la fourchette de rémunération avec un minimum et un maximum. Et par ailleurs, elle ne doit pas demander au candidat sa rémunération précédente et antérieure, ce qui est pourtant une pratique très courante, notamment en France. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va changer les choses. Absolument. Par ailleurs, en second lieu, pendant la relation de travail, le salarié pourra obtenir la communication des critères objectifs qui sont utilisés pour définir la rémunération. Donc ça, c'est pareil, un changement majeur. Il pourra également obtenir le salaire moyen de la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient, puisque en réalité, on va se poser la question de la moyenne de ses collègues qui effectuent un travail de même valeur. Le travail de même valeur est vraiment une notion importante, ventilée par sexe évidemment, et également les règles de progression salariale. Parce que, évidemment, s'il y a des écarts importants pour un même type de poste, le salarié pourra revendiquer un alignement sur les mêmes salariés. Absolument. Et enfin, on a au niveau reporting, vous savez, l'index égalité qui va être renforcé, beaucoup plus durci avec 7 indicateurs. Et vous avez également une obligation de correction. C'est-à-dire que si il y a un écart significatif de plus de 5% qui subsiste et qu'on n'arrive pas à le justifier par des critères objectifs, à ce moment-là, l'employeur doit conduire une analyse conjointe avec le CSE. Donc là, on fait rentrer les IRP et ils doivent mettre en œuvre des mesures correctrices. Donc il y a vraiment un changement majeur. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire trouver un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir réduire, avec des critères toujours objectifs, vérifiables. Réduire les écarts. Exactement, réduire les écarts. On va s'intéresser aux impacts. On voit que les obligations sont importantes. Quels sont les impacts dans les entreprises de cette réforme avec ce texte ? Alors, ils sont nombreux. Moi, je dirais il y aura des impacts organisationnels, il va y avoir des impacts financiers très lourds et des impacts culturels. Premièrement, les impacts organisationnels, il faut bien avoir en tête qu'il faut construire en urgence ces fameuses catégories de travailleurs. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, en fait, c'est elles qui vont servir de cadre de comparaison des rémunérations.
Et donc, on a un travail absolument, c'est un chantier colossal sur lequel nous, on travaille avec nos clients maintenant depuis de nombreux mois. Parce que j'en profite pour rappeler que même si la loi de transposition n'a toujours pas été présentée, ce qui est quand même une aberration, à partir du 7 juin prochain, c'est-à-dire la date limite de transposition, les dispositions qui sont suffisamment claires, précises, etc., de cette directive, elles vont être d'applicabilité directe. Donc c'est quasiment demain, donc il faut s'y mettre tout de suite. Exactement, donc il y a vraiment un caractère d'urgence. Ensuite, sur les impacts financiers, il va falloir régulariser les écarts. Et les écarts, ils peuvent être évidemment régularisés de manière rétroactive, notamment sur les 3 dernières années. Donc ça peut vraiment être un coût significatif pour les entreprises. Et je dirais également culturel, et ça c'est très important aussi, parce qu'il faut vraiment que les politiques deviennent plus cohérentes, plus explicables. Et ça veut dire quoi, une politique cohérente ? En fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'en France, l'argent, c'est encore un sujet tabou. Alors, moins avec les jeunes générations, mais on sent bien que c'est un peu tabou. Et donc, en réalité, cette transparence, elle a cette obligation de transparence, elle a des bons côtés qui sont évidemment la visibilité, la confiance, etc. Mais d'un autre côté, ça peut vraiment générer au niveau des salariés des attentes, des frustrations, un manque de motivation. Il va se rendre compte qu'en fait, son voisin est bien mieux payé que lui, alors qu'ils sont finalement dans une situation comparable. Donc, ça peut générer une baisse de motivation et finalement, ça peut impacter le climat social. Donc, je pense que c'est vraiment des points très importants à prendre en compte. Alors, avec ce contexte que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion des contentieux en matière d'égalité de traitement ou d'égalité salariale dans les prochaines années ? Je pense que oui. Je pense qu'on va avoir affaire non seulement à une évolution, une augmentation des contentieux, certainement, et par ailleurs, je pense une évolution de la nature des contentieux. Je m'explique. Sur l'augmentation, jusqu'à présent, en réalité, l'inégalité salariale, elle est assez difficilement démontrable. On a des cas un peu spécifiques, notamment sur des contentieux un peu à risque avec des salariés protégés qui, clairement, n'ont pas eu la même carrière que leurs collègues en raison peut-être de leur mandat, je ne sais pas, mais en tout cas de ce statut de salarié protégé. Donc, c'est dans des vraiment contentieux spécifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, actuellement, on n'a presque pas de données comparatives. Maintenant, les salariés vont avoir absolument tous les éléments, des éléments précis, des éléments chiffrés. Et donc, évidemment, ça va rendre en fait ce contentieux opérant. Et donc, on a actuellement des chefs de demande que je dis quasi systématiques dans tous les contentieux. Maintenant, on se lève l'inopposabilité ou la nullité du forfait jour. On a des rappels d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Et maintenant, on aura pour moi des demandes quasi systématiques sur l'inégalité salariale. Elles vont donc se multiplier puisque en fait, le salarié pourra constater qu'il est en deçà de sa catégorie de travail. Concrètement, le salarié, il fera comment pour réunir les preuves d'une inégalité de traitement ? Alors, il a beaucoup de preuves maintenant, le salarié, parce qu'il a déjà ce droit d'accès individuel. C'est-à-dire qu'il peut faire la demande à son employeur d'obtenir toutes les informations sur sa situation par rapport à sa rémunération, ce qui est vraiment nouveau, et sur le salaire moyen de sa catégorie. Donc, l'employeur a l'obligation de lui répondre dans les 2 mois. Vous imaginez dans les groupes, vous avez des milliers de salariés, si tous les salariés... Il va falloir gérer toutes ces demandes. Oui, parce qu'effectivement, on peut avoir un nombre de demandes significatif. Le deuxième levier, c'est la transparence interne qui va être obligatoire. Donc, en réalité, ça va rendre visibles les critères objectifs qui ont été utilisés pour déterminer les rémunérations, également tout ce qui est progression salariale. Enfin, on a le cadre probatoire, parce que le principe, c'est quoi ? C'est que le salarié, il doit apporter des éléments qui laissent supposer une inégalité. Mais si l'employeur manque à ses obligations d'information et de transparence, à ce moment-là, la charge de la preuve, c'est un peu comme les heures supplémentaires, elle est renversée. Et donc, l'employeur, il va devoir démontrer qu'en fait, l'écart, il est objectivement justifié, ce qui est extrêmement difficile. Et donc, ce glissement probatoire, il est déterminant parce que il va falloir vraiment accompagner les entreprises dans cette documentation pour justifier tous ces écarts. Et puis aussi, on a toujours, on l'a déjà, c'est un outil qu'on utilise, mais les injonctions de communiquer. C'est-à-dire, dans le cadre du débat judiciaire, vous pouvez tout à fait demander au juge prud'homal d'ordonner la communication d'un certain nombre d'éléments, les bulletins de paie, les contrats de travail, les avenants, etc. On va conclure là-dessus. Merci Sophie de Chaumet. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Winston & Strawn. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.